Mon fils Marc a appelé un mardi. Je me souviens que c'était un mardi parce que je venais de descendre vérifier quelque chose pour Daniel, un courant d'air sous sa porte qu'il avait mentionné en passant, et j'étais encore dans le couloir quand le téléphone a sonné. Marc n'appelle pas le mardi, il appelle le dimanche. Le dimanche à 11 heures, réglé comme une facture. Alors quand j'ai vu son nom s'afficher un mardi, j'ai su. Il ne l'a pas dit tout de suite. Il m'a demandé si je dormais bien. Il a pris des nouvelles de mes genoux. Il a demandé si je mangeais correctement. Et je l'ai laissé poser ces questions parce que je savais ce qui se trouvait au bout. Finalement, qu'il a dit, Papa, René et moi, on a discuté. On pense qu'il est peut-être temps d'envisager des options. Des options. Je m'appelle Eugène Martin. J'ai 84 ans. Et je veux vous dire à quoi ressemblaient ces options. Ce qu'elles m'ont coûté. Et ce qui a fini par marcher, pas parce que c'était la bonne réponse, mais parce que c'était la seule honnête. Avant l'appel de Marc, je me débrouillais. C'est le mot que j'utilisais. Je me débrouillais. Mes genoux étaient plus lents qu'avant. Ma main gauche avait développé un tremblement qui ne me plaisait pas, une fine secousse qui s'invitait sans prévenir quand je tendais le bras. Le matin, c'était le plus dur. Les 20 premières minutes après le réveil ressemblaient à une négociation avec un corps qui n'avait pas encore accepté de coopérer. Mais je me débrouillais, je cuisinais. Pas comme avant, j'avais abandonné les plats trop longs, ceux qui demandent de rester debout devant les fourneaux pendant 1 heure, mais je cuisinais. Je gardais l'appartement propre selon mon ordre bien précis. Je marchais jusqu'à l'épicerie du coin quand le temps le permettait. J'avais mes routines et mes routines m'appartenaient et cela comptait plus que je n'aurais jamais pu l'expliquer à mes enfants. Puis, un matin, j'ai voulu attraper la bouilloire et ma main gauche a tremblé si fort que j'ai dû la reposer. Je suis resté là un moment à la regarder. La bouilloire. Ma main, cette distance entre les deux qui avant n'était rien. Cette nuit-là, je n'ai pas bien dormi. Et la semaine suivante, Marc a appelé un mardi. La première option qu'ils m'ont proposée est celle que tout le monde propose en premier, la famille. Viens te porter chez Marc et de sa femme pendant un temps. Juste pour reprendre des forces. Juste provisoirement. Le mot provisoirement fait beaucoup de travail dans ces conversations. Il porte tout le poids de ce que personne n'ose dire tout haut. J'y suis allé. La maison de Marc est une belle maison. Propre, chaleureuse, pleine de gens pétris de bonnes intentions. Sa femme, Patricia, avait préparé la chambre d'amis avec des serviettes fraîches. Son fils Élie, mon petit-fils, a monté mon sac sans que je lui demande. Les premiers jours se sont bien passés. Il y avait du bruit, de la nourriture et ce confort particulier de ne pas être seul avec ses propres pensées. Puis les ajustements ont commencé, de petits riens, le genre de choses que personne n'annonce. Le dîner était à 18 heures. Je n'ai jamais dîné à 18 heures de ma vie. Lorraine et moi avions l'habitude de manger à 19h30, parfois 20h, mais c'était l'heure de la famille de Marc et j'étais chez Marc, alors c'était 18 heures. Je restais assis là, à manger un rôti dans la lumière bleue de la fin d'après-midi, en regardant le ciel et en me disant que ça ressemblait plutôt à un déjeuner. La télévision dans le salon était allumée en permanence. Des émissions que je ne reconnaissais pas, un volume qui faisait vibrer mes molaires. Je ne disais rien. J'allais dans ma chambre. Marc travaillait beaucoup, Patricia aussi. À la deuxième semaine, j'étais seul dans leur maison de 7 heures du matin à 17 heures, assis dans une chambre d'amis, les mains croisées, essayant de trouver la forme d'une journée qui ne m'appartenait pas. Un soir, j'ai entendu Marc au téléphone avec René. Je ne jouais pas les espions. La cloison était mince et Marc parle comme parlait notre père, comme s'il voulait être entendu à 3 pièces de là. Il disait, il va bien, tout va bien, c'est juste que c'est beaucoup, tu vois? C'est beaucoup de choses à penser tout le temps. Puis il a baissé la voix et je n'ai pas pu entendre la suite. Je me suis assis sur le bord du lit et j'ai pensé. J'ai transformé mon fils en quelqu'un qui s'inquiète tout haut au téléphone le soir. Je suis devenu un problème qui arrive aux gens. Au bout de 3 semaines, j'ai dit à Marc que je rentrais chez moi. Il a protesté. Je l'ai laissé faire. Et je suis parti quand même parce qu'un homme qui a passé 60 ans à être le pilier sur lequel les autres s'appuient ne peut pas passer ses dernières années à être le dossier que les autres gèrent. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est plutôt de l'instinct de conservation. La conservation de celui que vous avez été toute votre vie. De retour dans mon appartement, le silence ressemblait à quelque chose que j'avais mérité. Mais les problèmes que j'avais fuis en allant chez Marc m'attendaient tous ici, patients comme des créanciers. Le tremblement de la main, les genoux, les négociations matinales. Et de nouvelles choses que j'avais remarquées pendant mon absence, comment je perdais parfois un mot en milieu de phrase et devais tourner autour, cherchant un synonyme comme un homme fouillant dans la mauvaise poche. Comment les marches de la buanderie au sous-sol commençaient à ressembler à une insulte personnelle. Alors j'ai fait ce qu'on fait. J'ai appelé un service.
De l'aide à domicile quelques heures par jour, quelqu'un pour s'occuper des tâches que je ne pouvais plus faire sans que cela devienne un spectacle. La première femme qu'ils ont envoyée s'appelait Sylvie, efficace, professionnelle, calme. Elle venait 3 jours par semaine. Elle faisait le ménage. Elle faisait la lessive. Elle a organisé ma cuisine avec un système qui avait du sens pour elle et aucun pour moi. J'ai passé 2 jours après sa première visite à chercher ma poêle en fonte, qu'elle avait rangée dans un placard que je n'avais pas ouvert depuis que Lorraine était en vie. Cela va paraître ridicule, mais j'ai fini par la trouver derrière une passoire dont je n'ai aucun souvenir. Je ne me rappelle pas avoir acheté une passoire. Elle n'est peut-être même pas à moi. Elle appartient peut-être à quelqu'un d'un autre étage. C'est ce que la vieillesse fait à votre cuisine. Des objets apparaissent. D'autres disparaissent. La poêle en fonte réapparaît derrière la passoire mystère. On essaie juste de cuisiner avec. Mais voici le problème avec Sylvie. L'arrangement fonctionnait sur le papier. L'appartement était plus propre. Les choses étaient faites. Mais j'avais passé 50 ans à diriger les choses et maintenant j'étais dirigé. Elle avait son emploi du temps. J'avais le mien. Ils n'étaient pas toujours d'accord et comme elle était l'employée, son emploi du temps gagnait. Puis Sylvie est partie. Raison familiale, a dit le service. Nous vous envoyons quelqu'un d'autre. La suivante était une femme nommée Delphine, parfaitement charmante, qui a réorganisé ma salle de bain d'une manière qui reste à ce jour un mystère. Les gants de toilette étaient quelque part. Je ne sais toujours pas exactement où. Puis Delphine est partie. Ensuite, il y a eu un jeune homme nommé Thierry pendant 3 semaines, un bon garçon, solide, ponctuel, mais le fait d'avoir un étranger dans mon appartement chaque matin, cet appartement où je vis depuis 9 ans, dont je connais chaque bruit de tuyauterie, chaque latte de parquet qui grince dans le noir, tout cela me donnait l'impression d'être un invité dans ma propre vie. Et l'argent, le service coûtait plus cher que prévu. Pas une ruine, mais une somme réelle. Je voyais le solde de mon compte descendre régulièrement, et je faisais cette arithmétique qu'un homme de mon âge fait la nuit quand la pièce est silencieuse. L'arithmétique avec des mois, des années, et la question « Combien de temps ?» Au 4e intervenant, j'ai compris que ce n'étaient pas les gens le problème. Ils étaient très bien. C'est le concept qui ne l'était pas. On ne peut pas acheter le sentiment d'être utile. On peut payer pour avoir une salle de bain propre. Ce sont deux choses différentes et je les avais confondues. J'ai donc appelé le service et j'ai dit que j'arrêtais. La femme au téléphone m'a demandé si je voulais essayer un dernier placement. Je l'ai remercié et j'ai dit non. J'avais essayé la famille. J'avais essayé l'aide professionnelle. Marc m'avait envoyé une brochure pour une résidence senior, une bonne, disait-il, propre près du parc, avec du personnel sur place 24 heures sur 24. Lui et René l'avaient visité. J'ai lu la brochure comme je lisais les contrats au travail, en cherchant ce qui n'était pas écrit. Elle ne disait pas que j'aurais un emploi du temps qui appartiendrait à quelqu'un d'autre. Elle ne disait pas que les gens autour de moi seraient choisis non par affinité, par histoire ou par accident de proximité, mais par le même diagnostic, l'âge, le déclin, le besoin d'être géré. Elle ne disait pas que je passerais mes dernières années parmi des gens sélectionnés uniquement parce que nous en étions tous arrivés au même stade de difficulté. J'ai appelé Marc et je lui ai dit que je n'irais pas. Il est resté silencieux un moment, puis il a dit « Papa, je ne sais plus quoi te suggérer. » Je lui ai dit que moi non plus, et c'était de la vérité. Pendant environ 2 semaines, je n'ai presque rien fait. Je me réveillais, je faisais du café, je m'asseyais dans le fauteuil près de la fenêtre qui donne sur la rue et je regardais le quartier. Il y a un petit bistrot un peu plus loin, je ne le vois pas, mais je vois les gens qui en sortent après le petit déjeuner, avec cette démarche détendue de ceux qui ont mangé quelque chose de chaud et n'ont nulle part où courir. Je les observais. Un après-midi, Daniel Rocha a frappé. Il voulait savoir si j'avais remarqué un problème avec la lumière du couloir à mon étage. Ça vacillait, pensait-il, à moins que ce ne soit lui. Ce n'était pas lui. Je l'avais remarqué aussi. Nous sommes restés dans le couloir un moment à regarder ce néon clignoter, 2 hommes n'ayant rien d'immédiatement utile à dire sur le sujet. « Ça va, vous? » a-t-il demandé. Pas de manière intrusive. De la manière dont un homme demande quand il a remarqué quelque chose, mais ne veut pas imposer une conversation à moins que vous ne le souhaitiez. « Je cherche une solution, » j'ai répondu. Il a hoché la tête. Il est redescendu. C'était assez. C'était plus qu'assez. Quelques jours plus tard, je revenais de l'épicerie. La petite, à 3 pâtés de maison. Je gère mes efforts maintenant. Je connais mes distances. Et j'ai croisé une femme du 2e étage que j'avais vue dans l'immeuble sans jamais lui avoir vraiment parlé. Une femme plus jeune, la cinquantaine, avec des horaires qui la font aller et venir à des heures bizarres.
Son nom était Carmen. Elle était dans le hall chargée de 2 sacs de courses, son téléphone et ses clés, visiblement à 2 doigts de tout lâcher. J'ai tenu la porte. Elle m'a remercié et j'ai dit de rien, puis j'ai demandé, sans l'avoir prévu, c'est sortie toute seule, si elle avait besoin d'un coup de main. Elle a dit que ça allait, puis ça a regardé ses sacs et t'a dit, en fait, si ça ne vous dérange pas, j'ai porté un sac jusqu'à son étage. Elle m'a encore remercié dans le couloir. J'ai dit que ce n'était rien. Et puis, parce que je n'étais pas encore prêt à retourner dans mon appartement, à mon fauteuil et à ma vue sur les gens qui sortent du bistrot, je l'ai interrogée sur l'immeuble si elle avait eu des problèmes d'eau chaude à son étage, car il y en avait eu au mien. Elle n'en avait pas, mais la question nous a fait discuter quelques minutes, debout dans le couloir, 2 personnes sans raison particulière de parler de pression d'eau chaude. Avant que je parte, elle a dit, je vous vois souvent dans l'ascenseur. Je me dis toujours que je devrais vous saluer, mais je ne le fais jamais. J'ai répondu, eh bien, maintenant c'est fait. C'était un petit rien. Mais les petits riens sont le début de tout, d'après mon expérience. Les grandes choses, celles qui changent la forme d'une vie, s'annoncent rarement. Elles arrivent de côté. Elles ressemblent d'abord à rien du tout. Au cours des semaines suivantes, quelque chose a changé dans la géographie de l'immeuble. Pas de façon spectaculaire, par petites touches. Avec ses horaires, Carmen partait avant 7 heures certains matins et rentrait tard. Parfois, elle frappait à ma porte, un coup discret, pas urgent, pour me demander si je pouvais réceptionner un colis. J'étais là de toute façon. Le colis serait en sécurité chez moi. Elle a commencé à me laisser des choses, des fruits frais une fois, un bocal de soupe une autre fois, une baguette d'une boulangerie devant laquelle elle passait. Elle a dit que c'était dans trop. Je disais merci sans discuter, ce que je n'aurais pas été capable de faire 10 ans plus tôt. Lucas Rocha a commencé à venir plus souvent. Le fils de Daniel. Un samedi, il s'est assis avec moi dans la cage d'escalier pendant que j'examinais une charnière de porte qui jouait depuis des semaines. Il me tendait des outils sans que je lui demande. Il demandait comment la charnière fonctionnait et je lui expliquais. Il écoutait comme les enfants écoutent quand ils sont vraiment intéressés et qu'ils ne font pas semblant. Après, il a dit, bah, mon papa ne sait pas réparer des trucs comme ça. J'ai répondu, ton papa fait d'autres choses. Lucas a réfléchi. Il a dit, ouais, et c'était un échange complet. Une vraie conversation. Il y avait un homme au rez-de-chaussée, plus vieux que moi, Walter, qui avait fait une chute et utilisait un déambulateur. Il n'aimait pas sortir par mauvais temps. J'avais été là où Walter en était, pas exactement, mais assez proche. J'ai commencé à lui prendre des courses quand j'allais à l'épicerie. Il glissait d'un mot sous ma porte avec ce dont il avait besoin et l'argent à l'intérieur. J'ai arrêté de prendre l'argent après la 3e semaine. Il s'est fâché et j'ai dit que Walter, j'y vais de toute façon, n'en fais pas une histoire. Il m'a traité de vieux têtu et je lui ai dit que c'était la chose la plus exacte qu'on m'ait dite depuis des années. Je veux être prudente ici. Je ne vous dis pas que j'ai tout résolu. Mes genoux restent mes genoux. Ma main gauche a toujours son mot à dire. Il y a des matins où l'arithmétique de ce que je peux et ne peux pas faire tourne dans ma tête avant même le café. Mais quelque chose qui avait disparu est revenu. Je ne sais pas si j'ai le bon mot. Ce n'est pas la joie exactement. La joie, c'est trop grand, trop déclaratif. C'est plus petit que la joie. C'est proche de l'utilité. Ce sentiment particulier d'être en mouvement pour quelque chose qui n'est pas seulement votre propre entretien. Quand je rapportais ces courses à Walter, je ne pensais pas à mes genoux. Je me demandais si Walter préférait le bouillon de la marque du magasin ou l'autre parce qu'il a des idées très arrêtées sur le bouillon. Quand Lucas me tendait les outils, je ne pensais pas au tremblement de ma main. Je pensais à la façon d'expliquer une charnière à un gamin de 11 ans pour qu'il s'en souvienne. J'avais passé tant de temps, des mois, à essayer la famille, les aides à domicile, à attendre qu'une institution règle le problème de mon déclin. Et la réponse s'est avérée être quelque chose que je n'avais pas cherché du tout. J'avais juste arrêté de me gérer, un instant. J'avais tenu une porte. J'avais porté un sac. J'avais laissé un enfant me donner un tournevis. J'avais laissé entrer l'immeuble. Mark a appelé le dimanche suivant, à l'heure 11 heures, fiable comme toujours. Il a demandé comment ça allait et j'ai dit la mieux. Il a demandé ce qui avait changé et j'ai essayé d'expliquer sans vraiment y arriver. Alors j'ai dit, j'ai trouvé quelque chose à faire qui ne concerne pas que moi. Il est resté silencieux. C'est bien, papa, a-t-il dit. Et on sentait qu'il le pensait. Mais on sentait aussi qu'il ne comprenait pas tout à fait ce que son père racontait, ce qui est l'état normal des enfants, et je ne lui en ai pas voulu. Je suis toujours dans cet appartement. Toujours ce 2 pièces, le même quartier, le même fauteuil, près de la fenêtre d'où je vois les gens sortir du bistrot, la démarche souple, repue, sans hâte. J'ai mes limites.
Je les connais mieux que jamais, ce qui est soit de la sagesse, soit de la défaite, et j'ai décidé d'appeler ça de la sagesse. Certains jours, Daniel ou Carmen passent me voir si tout va bien, de cette façon qu'ont les voisins de veiller les uns sur les autres, pratique, discret, sans en faire une cérémonie. Certains jours, c'est moi qui passe voir Walter. Certains jours, Lucas passe un samedi avec une question qui n'en est pas vraiment une, juste une excuse pour s'asseoir quelque part un moment, et je lui offre ce quelque part. Ce que je n'avais pas prévu, c'est ceci. Être utile aux autres a fait plus pour mon corps que n'importe quel service payant. Pas à cause d'une philosophie sur le sens de la vie. Je suis trop vieux pour la philosophie, c'est trop long et le résultat est incertain. Juste pour une raison pratique. Quand on a besoin de vous, on bouge. Quand on bouge, les choses fonctionnent mieux. Quand les choses fonctionnent mieux, on dort. Quand on dort, les matins sont plus faciles. L'arithmétique change. J'ai passé des mois à chercher une aide qui me permettrait de rester moi-même. Ce que j'ai découvert, c'est que rester moi-même, c'était de l'aide, que j'avais des choses à offrir qu'aucune brochure ne listait et qu'aucun service ne pouvait fournir, que l'immeuble où je vivais depuis 9 ans contenait, dans son quotidien le plus banal, ce dont j'avais besoin, et tout ce qu'il me demandait, c'était d'arrêter de traiter ma situation comme un problème à gérer et de commencer à traiter mon immeuble comme un lieu où vivent des gens, ce qu'il était, ce que j'avais pendant 9 ans omis de remarquer. Je suis reconnaissant pour cet appartement. Je suis reconnaissant pour l'épicerie à 3 pâtés de maison, pour la connaissance de mes distances, pour le fait que mes jambes me portent encore jusque-là quand le temps est clément. Je suis reconnaissant pour la charnière de la porte de l'escalier, entre toutes les choses, pour le fait qu'elle était desserrée, que j'avais les outils pour la réparer et qu'un garçon de 11 ans me passait des choses pendant que je le faisais. Je suis reconnaissant que Mark est appelé un mardi alors qu'il ne le faisait pas d'habitude. Je suis reconnaissant que son inquiétude, qui a longtemps ressemblé à une pression, n'ait été en fait que de l'amour sous une forme que je n'avais pas l'habitude de recevoir. Lorraine aurait vu tout cela plus vite que moi. Elle comprenait toujours les gens plus vite que moi. Elle avait ce regard particulier pour voir ce que les gens offraient vraiment quand ils disaient des choses banales. Je suis plus lent, mais j'y suis arrivé. C'est déjà ça. Merci d'être resté assise ici avec moi, d'avoir laissé un vieil homme parler de quelque chose qu'il est encore en train de comprendre. Si vous voulez revenir vous asseoir, je serai là. Même fauteuil, même fenêtre, même vue sur les gens qui viennent de prendre leur petit déjeuner et n'ont nulle part où courir.